présenter rapidement qui on est, nous, Comac, qui avons organisé ces événements. Donc, Comac, c'est un mouvement de jeunesse politique IPTV. Et on a comme principal combat le combat contre les injustices et les inégalités, que ce soit sociales, sexistes, racistes, etc. Tous les types d'inégalités. Et donc voilà, on essaie vraiment d'agir dans le concret. Par exemple, ce quadrimestre, du coup, on vous a donné les pétitions par rapport à ça, mais on lance une campagne pour ouvrir un nouveau centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Parce que malheureusement, le milieu étudiant n'est pas du tout épargné par cette problématique des violences sexuelles, et on pense que c'est super important qu'il y en ait un Excel à 2 pas de notre campus pour que les victimes puissent être prises en charge le plus rapidement possible. Donc voilà, vous avez la petite pétition, si vous pouvez la signer, c'est trop cool. Et voilà, si vous aussi vous êtes touché par cette cause des inégalités, des injustices, et que vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes vraiment les bienvenus, on a besoin de gens motivés et qui ont envie de changer les choses au quotidien. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des questions, des hésitations, vous voulez discuter, même de la conférence ou notre mouvement, n'hésitez pas à venir nous parler à la fin, on est là pour ça et on est super cool. Donc voilà, et merci beaucoup d'être là et bonne conférence. Je vais passer la parole à Elodie. Et alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme Alexis l'a dit, je m'appelle Elodie et je suis membre de Comac également. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus. Donc, ce soir, on reçoit Paola Palanco, qui est présidente d'INTAL, qui est un mouvement de solidarité internationale pour la paix. On reçoit également Mathieu Saifi, qui est chargé de recherche et de plaidoyer à la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Et enfin, nous recevons aussi Christophe Wazinski, qui est professeur en relations internationales à l'ULB. Voilà, merci à vous d'avoir accepté de participer à la conférence. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par une remise en contexte. Donc, nous connaissons les tensions qui ont eu lieu pendant la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Dans un article du Monde diplomatique en février dernier, David Turtry expliquait cependant qu'à la chute de l'Union soviétique en 1991, des malentendus persistent et l'URSS entraîne dans sa chute le pacte de Varsovie qui est mis en place par l'URSS en réponse à la création de l'OTAN qui, elle, veut faire face à la menace soviétique. Avec la fin de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, l'OTAN aurait dû être dissoute, mais à l'inverse, à l'initiative des États-Unis, l'OTAN s'élargit à l'Est en Europe. Et donc cet élargissement a atteint les frontières russes avec l'adhésion de l'Estonie. En 2014, il y a déjà eu une invasion en Ukraine, en Crimée, qui est une région de l'Ukraine par le gouvernement Poutine. Et cette invasion avait déjà bafoué les règles de droit international. L'annexion de la Crimée est justifiée a posteriori comme une renaissance de la Novorossia, donc de la Nouvelle-Russie, un discours impérialiste condamnable. Et donc, au vu de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, on a vu que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était rédhibitoire pour la Russie et que l'idée de Novorossia ont remis à l'agenda les tensions entre occidentaux et russes. Donc, Monsieur Wazinski, est-ce que vous pouvez résumer les relations de tension qui existent entre les occidentaux et le gouvernement Poutine autour de l'Ukraine, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je voudrais aussi commencer par saluer votre initiative. Je trouve que c'est vraiment important de maintenir des espaces de discussion critiques pour le moment. Donc, je remarque quand même qu'il y a une parole un peu dominante qui circule et qui consiste à dire que toute la faute repose sur le régime de Vladimir Poutine. Et je voudrais commencer par vous dire que je suis personnellement choqué par l'offensive de la Russie qui est menée actuellement en Russie. Et j'ajoute que cette offensive, pour moi, elle est illicite sur le plan du droit international et qu'elle mérite d'être condamnée. Mais je pense aussi qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour de la question. Et je pense qu'il y a quand même tout un contexte tout autour qui mérite d'être évoqué et un petit peu décortiqué. Alors je vous préviens, j'ai préparé un texte que je pense être trop long, malheureusement. Donc je vais essayer d'aller aussi loin que possible dans ce texte-là. Peut-être qu'on reviendra par après à travers des questions sur certains points.
Je vais essayer en tout cas de vous transmettre l'essentiel de ce contexte, de ces éléments-là. Et donc en fait, les choses sur lesquelles je voulais insister, c'est vraiment l'émergence d'un contexte que je considère être un contexte d'insécurité qui émerge à partir de la fin des années 1990, essentiellement en Europe. Et ce contexte d'insécurité, pour moi, alors il est lié en partie à un contexte économique, mais par manque de temps, je ne vais pas pouvoir vraiment creuser les questions économiques et sécuritaires en plus. Je vais plutôt vraiment me contenter d'aborder les questions de sécurité ici. Et donc ce contexte d'insécurité, pour moi, il découle essentiellement de trois choses. Il découle d'une part de quelque chose qui vient d'être évoqué là juste maintenant, c'est-à-dire un processus d'extension de l'OTAN en plusieurs vagues, et un processus donc, qui commence à la fin des années 1990. Puis je pense qu'il découle en partie aussi du fait que beaucoup d'accords internationaux qui ont été conclus pendant la guerre froide et pendant les années 1990, des accords internationaux notamment de contrôle des armements, de désarmement, des mesures de confiance également, que ce régime en fait de contrôle des armements est progressivement détricoté, qu'il est pris de moins en moins au sérieux. Et je pense que ça relève de la responsabilité en partie des États-Unis et en partie de la Russie, des Européens également, mais plus spécifiquement quand même des États-Unis et de la Russie. Et puis le troisième élément pour moi qui est important, c'est une forme d'estompement des normes internationales, entre autres dans le contexte de différentes interventions armées qui sont menées au cours des années 1990, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Alors en ce qui concerne l'OTAN, c'est mon premier point sur lequel je vais peut-être le plus insister, c'est que je suis quand même assez étonné, surpris d'entendre un certain nombre d'experts, de décideurs politiques, de porte-parole de l'OTAN, donc ça c'est moins étonnant de leur part, qui disent en fait que la guerre actuelle en Ukraine n'a aucun rapport avec l'OTAN et avec l'extension de l'OTAN. Et donc quand vous entendez un certain nombre d'experts, ils disent qu'il n'y a pas de provocation de la part de l'OTAN, que l'OTAN n'a absolument rien à se reprocher dans le contexte donc, de cette offensive actuelle. Certains experts disent également que l'OTAN n'est pas responsable de son extension. Alors ils disent en fait que ce n'est pas l'OTAN qui a fait la demande de s'étendre, que la demande d'extension, elle vient d'un certain nombre d'États d'Europe de l'Est, notamment la Pologne, la Roumanie, les pays baltes, etc. On n'a pas mis le couteau sous la gorge de ces pays voulaient entrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne par ailleurs, mais voulaient rentrer dans l'OTAN, et donc l'OTAN se dédouane quelque peu de cette manière-là. Et puis ensuite, on a des experts qui nous disent que l'Ukraine n'était de toute façon pas sur le point d'entrer dans l'OTAN au début de cette année 2022, qu'il n'était pas question de faire rentrer immédiatement l'OTAN, que les États-Unis n'étaient pas demandeurs à ce niveau-là, et les pays européens membres de l'OTAN non plus. Alors je pense pour ma part que ces propos de ces experts et de ces porte-paroles de l'OTAN ne brossent pas complètement la situation, ne font pas le tour de la situation. Je pense tout d'abord qu'on ne tient pas compte dans ces propos-là du fait que la Russie a explicitement fait savoir, et Vladimir Poutine a explicitement fait savoir, que l'extension de l'OTAN constituait pour la Russie un problème, un souci. Et ça a été dit notamment de manière très explicite par Vladimir Poutine lors d'une grande conférence de sécurité internationale qui s'est déroulée en 2007 à Munich. Donc il a secoué le cocotier, donc il a dit qu'il se sentait en situation d'insécurité, donc il a fait un discours de type réel politique en même temps, mais de façon générale, je dirais que c'est intéressant parce que ça renvoie en tout cas à la perception de la Russie. Je dirais aussi que la Russie n'est pas parvenue à trouver une place, je dirais, adaptée ou adéquate dans l'architecture de sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide. Il a été question pendant un temps, pendant les années 1990, que la Russie intègre un moment ou l'autre l'OTAN. Et puis ça ne s'est pas fait. Le projet n'a pas été poursuivi. Il y a eu des contacts, mais pour finir, donc ça ne s'est pas fait. Et donc fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas, comme le font un certain nombre de porte-paroles de l'OTAN ou un certain nombre d'experts, considérer que l'OTAN n'a pas eu un effet clivant sur le continent européen. Je ne crois pas qu'il s'agit d'un complot organisé contre la Russie. Je ne pense pas que tous les membres de l'OTAN sont des gens qui voulaient nuire pour le plaisir de nuire à la Russie dans les années 90 et au début des années 2000, mais je pense qu'il n'en reste pas moins que ce processus d'extension a eu un effet clair de clivage et a contribué à pousser la Russie en dehors d'un certain nombre de structures de collaboration et de coopération européenne. On peut bien entendu comprendre que certains États de l'Est voulaient rejoindre l'OTAN car ils craignaient que cet État, qui est quand même grand, qui est militairement puissant, pouvait éventuellement se retourner contre eux. Mais il n'en reste pas moins qu'en s'étendant à ces États, la Russie s'est sentie en situation d'insécurité et que cela est parfois d'autant plus sérieux que certains États qui ont rejoint l'OTAN, notamment la Pologne, sont des États qui ont des attitudes vis-à-vis de la Russie, des attitudes qui sont plus problématiques, parfois plus agressives même que d'autres États de l'OTAN tels que la France ou l'Allemagne. Je voudrais aussi ajouter que le rôle de l'OTAN a changé dans les années 1990 et dans le cours des années 2000.
Pendant la guerre froide, l'OTAN, pour faire simple, c'était une organisation qui visait à défendre le territoire des États de l'OTAN. Mais en 1999, l'OTAN est intervenue dans la guerre contre la Serbie, au Kosovo. Ensuite, l'OTAN a été déployée en Afghanistan, après les attentats terroristes de 2001. En 2011, l'OTAN a joué un rôle important lors de l'intervention qui a été menée contre le régime de Muammar el-Kadhafi en Libye. Donc, autrement dit, quand on dit que l'OTAN est un organisme de défense du territoire des États membres, je pense que ce n'est pas exact. C'est un organisme qui fait ça, notamment, mais il ne fait pas que ça, et sa nature a changé, et sa nature changeante était également quelque chose qui pouvait inquiéter la Russie. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, donc, bien entendu, qu'on ne va pas retrouver dans la parole d'un certain nombre d'experts. Ensuite, les experts soulignent qu'il n'était pas question de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN au début de l'année 2022. Alors je pense que c'est vrai, effectivement, que les États-Unis, notamment, n'avaient pas envie de mettre de l'huile sur le feu dans les tensions entre l'Ukraine et la Russie au tout début de l'année 2022. Je pense aussi que certains États européens n'étaient pas demandeurs, notamment la France et l'Allemagne, n'étaient pas demandeurs de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Mais il y a quand même un mais, c'est qu'à partir de 1914 et de l'intervention russe qui a été menée en Ukraine, dans le Donbass, c'était une opération indirecte de soutien d'un certain nombre de milices, et l'annexion de la Crimée, un certain nombre d'États de l'OTAN, notamment les États-Unis, mais aussi le Canada, la Grande-Bretagne, ont commencé à fournir des équipements militaires à l'Ukraine. Alors, au total, entre 2014 et 2021, c'est une estimation, ça vaut ce que ça veut comme chiffre, en fait, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne auraient fourni, je pense, environ 1,25 milliard d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est un chiffre respectable. Dans ces livraisons de matériel, il y avait dans un premier temps assez peu de matériel létal, semble-t-il. Donc il y avait essentiellement des casques, des gilets pare-balles, des systèmes de détection, des capteurs, etc. Mais il y a eu tout de même, quand même, des équipements létaux. Donc je pense notamment des missiles anti-tanks, ce genre d'équipement-là. Alors, je pense que les États-Unis en livrant ce matériel et en livrant un matériel essentiellement non létal dans un premier temps, ont, de leur propre point de vue, tenté de ne pas mettre trop d'huile sur le feu dans la situation entre la Russie et l'Ukraine. Mais il n'en reste pas moins qu'on en sait assez peu sur la perception de ces exportations d'armes, de ces livraisons d'armes à l'Ukraine. Et je ne suis pas sûr que ça ait été perçu comme des exportations tout à fait anodines du point de vue de la Russie. Par ailleurs, les militaires des États-Unis et de l'OTAN ont mené des manœuvres avec les troupes ukrainiennes et tout ça pouvait être perçu par l'Ukraine comme une forme d'otanisation par la bande, donc une intégration relativement discrète au sein de l'OTAN. En définitive, donc, je pense que l'OTAN, en s'étendant à l'Est, a contribué par touche à créer un contexte insécure pour la Russie et ce contexte n'est pas sans lien avec la guerre qui se déroule actuellement. Mon deuxième point, donc vous m'arrêtez si je dis trop, d'accord. Mais donc mon deuxième point, ça concerne les accords de contrôle des armements qui datent de la guerre froide et de l'après-guerre froide. Alors je ne vais pas être très détaillé à ce propos-là parce que c'est quand même une matière un peu technique. Il faut que je fasse attention de ne pas ouvrir trop de portes, mais simplement vous dire que pendant la guerre froide et l'après-guerre froide, toute une série de traités ont été conclus entre, à l'époque, la Russie / le pacte de Varsovie et d'autre part les États-Unis / l'OTAN. C'était des accords notamment sur les armements nucléaires, mais pas que. Et progressivement, au cours des années 1990 et au début des années 2000, un certain nombre de ces accords ont été dénoncés et abandonnés. Un des accords en question, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais c'était en 2001, quand George Bush est arrivé au pouvoir à la Maison-Blanche, il a dénoncé un traité qui était un traité d'interdiction de systèmes antimissiles. Un truc donc, qui date de la guerre froide. Et c'est en fait un accord auquel les Russes tenaient beaucoup. Et par ailleurs, ce système antimissile repose sur le déploiement de certains équipements, notamment des radars en Pologne et en Roumanie. Ça cause des soucis à la Russie. Alors il y a eu d'autres accords qui ont été abandonnés. Un accord, il y a quelques années de ça, lorsque Donald Trump était président des États-Unis, un traité sur des armes nucléaires d'une portée de 500 à 5500 km. Pour le coup, la Russie était également bien contente de l'abandon de cet accord-là parce qu'elle-même se sentait bridée par cet accord-là. Il y a eu encore un autre abandon d'un accord sous Donald Trump, un accord dit Open Skies, qui était en fait un accord de transparence qui permettait aux Russes et aux États-Unis de survoler le territoire de l'autre et pour dire les choses très très simplement, de regarder où se trouvent les silos nucléaires et de vérifier qu'il n'y ait pas de préparation d'une offensive nucléaire surprise. Quand Joe Biden est arrivé à la présidence, environ 7 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, il a dû signer en vitesse la prolongation d'un traité appelé le traité START 3, qui était un traité de la guerre froide, de la fin de la guerre froide, un traité de désarmement nucléaire. En fait, Donald Trump avait laissé pourrir ce traité et refusait de le signer.
En fait, ce que je veux mettre en évidence avec tous ces exemples très très rapides, c'est qu'il y a toute une architecture de sécurité qui est basée sur des accords de désarmement, de contrôle des armements, des mesures de confiance, qui ont vu le jour pendant la guerre froide. Et en fait, ces accords-là permettaient aux États-Unis et à l'Union soviétique à cette époque-là, puis par après à la Russie pendant les années 70, pendant les années 1990, ça créait une forme de socialisation entre ces États-là. Ça permettait d'encadrer la coopération, la compétition militaire entre l'Est et l'Ouest. Et tout ça, en fait, est de moins en moins pris au sérieux par les décideurs politiques, à la fois aux États-Unis et en Russie. Et je pense que l'abandon, en fait, de ces mesures et de ces traités, le fait qu'on ne développe plus de nouveaux traités, et cela contribue donc aussi à un climat d'insécurité qui, là aussi, je pense, n'est pas sans lien avec la guerre qui a lieu en Ukraine pour le moment. Enfin, mon troisième grand point, c'est l'estompement des normes internationales. Alors, la Russie mène sa guerre actuellement en Ukraine. Elle a déjà commencé donc, cette guerre en 2014. La Russie a également mené des opérations militaires en Tchétchénie dans les années 1990. Elle a également mené une guerre contre la Géorgie en 2008. Et ce sont des guerres qui ont été critiquées par les juristes internationaux. Donc, ce sont des interventions illicites au regard du droit international. Mais en parallèle, je voudrais quand même dire et rappeler que les États-Unis et l'OTAN ont mené, sans mandat du Conseil de sécurité, une intervention militaire au Kosovo en 1999. Et ils ont bombardé la Serbie dans ce contexte-là. Que les États-Unis, avec l'aide de la Grande-Bretagne, de la Pologne, ont fait la guerre, une guerre totalement illicite, à l'Irak en 2003. Dire également que l'OTAN est intervenue en Libye avec certes un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, mais ce mandat initial en fait était un mandat qui prévoyait que les forces de l'OTAN protègent les populations civiles. Et les forces de l'OTAN en fait ont eu une interprétation extrêmement créative de ce mandat. Ils ont considéré que comme la protection des civils requérait de liquider Muammar Kadhafi, eh bien on pouvait y aller franchement et détruire toute son armée et renverser le régime en place. Par ailleurs, plus récemment, les États-Unis et certains de leurs alliés, dont la Belgique, bombardent la Syrie et les fondements juridiques de ces bombardements ne sont pas clairs. Il n'y a pas de mandat du Conseil de sécurité. Donc je pense qu'il y a une forme d'estompement du respect de la norme internationale à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi d'autres formes d'estompement du respect des normes internationales. Par exemple, en ce qui concerne les annexions, on doit critiquer le fait que la Russie a annexé la Crimée. Mais de leur côté, les États-Unis et leurs alliés soutiennent Israël qui occupe la Palestine. De plus, les États-Unis et certains de leurs alliés soutiennent également le Maroc qui occupe le Sahara occidental. Je pense aussi donc que ça contribue à une forme d'estompement de la norme. Aujourd'hui, on critique, et on le fait à juste titre, les actions militaires de la Russie en Ukraine. Quand vous voyez ces images à la télé de bombardements de bâtiments, de destruction de villes, on a des chiffres, quelques-uns, sur les victimes civiles. Mais là, depuis 2015 environ, l'Arabie saoudite mène une guerre au Yémen et met à feu et à sang le Yémen. L'Arabie saoudite mène cette guerre avec des armes qui sont fabriquées en Europe et aux États-Unis et avec un soutien militaire, éventuellement un entraînement militaire fourni par les États-Unis, par la Grande-Bretagne notamment. Les forces états-uniennes et les forces de certains États de l'OTAN ont été impliquées en Irak et en Afghanistan, ont également provoqué des destructions extrêmement importantes dans ces États-là. Donc on retrouve de nos jours des situations dans lesquelles finalement les guerres d'usure sont devenues une espèce de, entre guillemets, de routine militaire. Donc, alors on peut se poser la question, on a des guerres d'usure en Afghanistan, on en a eu en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie et en Ukraine. Alors mon point, c'est pas de plaider le relativisme. Je pense que le fait que les États-Unis ou des États européens se comportent de manière illicite ne justifie en aucun cas le fait que la Russie fasse quelque chose d'équivalent en Ukraine ou ailleurs. Ce que je veux souligner véritablement, c'est que les normes, et notamment des normes telles que ne pas tuer des civils ou ne pas user de la force, sont devenues très floues ces dernières années, et qu'une des raisons pour lesquelles elles sont devenues très floues, c'est pas uniquement du fait des actions de la Russie, c'est également du fait des actions des États-Unis et de certains États européens. Je pense aussi que le régime de Poutine, de Vladimir Poutine, il se nourrit du chaos. Et plus il y a du chaos, plus il semble en profiter. On a aussi des exemples avec la Syrie et au Mali. Vous savez qu'au Mali, il y a des mercenaires d'un groupe qui s'appelle le groupe Wagner, qui sont déployés et ils sont accusés, il y a un article qui a été publié à ce propos-là, je pense, cette semaine dans le journal Le Monde, ils sont accusés d'avoir commis un massacre de civils. Je pense en fait que le chaos est un problème et si on veut vraiment faire barrage aux actions agressives telles que celles de Poutine en Ukraine, mais aussi potentiellement à des actions agressives de la part de l'OTAN, eh bien, il faut commencer par penser, entre guillemets, à mettre en ordre les rapports internationaux.
grâce à la diplomatie, grâce au contrôle des armements, grâce au respect strict du droit international. Les recettes stratégiques, entre guillemets, les recommandations d'experts que vous pouvez peut-être trouver sur les réseaux sociaux pour le moment, qui plaident en faveur de coups tordus, de livraison massive d'armes à l'Ukraine, de créer en Ukraine un espèce de piège pour pourrir la vie à la Russie. Je pense que tout ça, en fait, n'est pas de nature à résoudre les crises, qu'il faut vraiment essayer de s'intéresser à sortir de cette crise autant que possible par le haut, de nouveau en essayant de remettre de l'ordre au niveau international à travers, encore une fois, la diplomatie, le contrôle des armements, etc. Est-ce que j'ai encore quelques minutes, peut-être 2-3 minutes. 2-3 minutes, ok. Alors 2-3 minutes, je ne vais pas aller plus loin, mais vous dire que donc une des recettes, ou plutôt une des solutions que nous proposent nos décideurs politiques, un certain nombre de nos décideurs politiques pour le moment, face à cette crise, en fait, c'est une recette de réarmement. Et donc vous avez peut-être entendu dire qu'il est prévu que le budget de l'armée allemande devrait doubler dans les années à venir. Il est question encore de dépenser 10 milliards supplémentaires pour les forces armées belges. On dit investissement. Moi, je pense que ça devrait plutôt s'appeler dépenses, tout simplement, pas investissement. Mais à propos de ça, je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres très rapidement. Le budget de la défense de l'armée russe, pour le moment, il est situé environ à hauteur de 61 milliards de dollars. Il y a quelques années, c'était 68 milliards. Donc disons que c'est environ 70 milliards pour arrondir. Le budget de la défense des États-Unis, c'est 750 milliards de dollars. Quand on calcule ce budget de défense des États-Unis, on n'inclut pas par ailleurs un certain nombre de compléments. C'est-à-dire que les armes nucléaires des forces armées des États-Unis ne sont pas payées entièrement par le Pentagone. Elles sont payées en partie par le département de l'énergie. Ça représente quelques dizaines de milliards en plus. Il y a par ailleurs aux États-Unis des activités militaires, paramilitaires menées par la CIA. Quand on parle de ces 750 milliards de dollars, on n'inclut pas ces dépenses-là et ça représente, je pense, encore quelque chose comme 10 ou 20 milliards de dollars. Il y a des enveloppes spéciales qui sont votées par le Congrès des États-Unis pour que le Pentagone puisse mener des opérations spécifiques, genre en Afghanistan, en Somalie, en Yémen, etc. Ça représente encore des milliards. Finalement, quand on compte tout, certains experts pensent que les États-Unis dépensent environ 1000 milliards de dollars par an pour leur défense. On fait un autre petit calcul très rapidement. Si vous prenez le budget des 750 milliards de dollars des forces armées américaines et états-uniennes actuellement, que vous ajoutez le budget de la défense du Canada, de la Belgique, de la Turquie, on va mettre la Turquie sur le côté parce que c'est un peu problématique le cas de la Turquie pour le moment, mais si vous ajoutez le budget de l'Allemagne, de la France, etc., de l'ensemble des autres États européens, vous êtes à hauteur de 1000 milliards de dollars. Donc je pense qu'avant, 1000 milliards de dollars face aux 61 ou 70 milliards de dollars des forces armées russes. Donc je pense qu'avant de se lancer dans des dépenses militaires nouvelles à n'en plus finir, il faudrait commencer peut-être par réaliser qu'on est déjà surarmé. Également se rendre compte que si on ne peut pas intervenir militairement, comme l'espèrent, je pense, certains militaires et certains décideurs politiques, si on ne peut pas intervenir militairement directement en Ukraine, ce n'est pas parce qu'on manque de moyens conventionnels, c'est parce qu'il y a l'arme nucléaire. Et donc on peut doubler, tripler, quintupler, faire x100 le nombre de temps qu'on a. Il n'en reste pas moins qu'il y aura des armes nucléaires et qu'on ne pourra pas intervenir pour cette raison-là. L'armée ukrainienne, par ailleurs, donne du fil à retordre à l'armée russe pour le moment, et son budget est estimé à 4 milliards de dollars annuellement. Plus, bien entendu, il faut l'ajouter pour être correct, les quelques centaines de millions d'euros ou les quelques milliards qui ont été versés par les États-Unis ces derniers temps. Mais ça donne quand même à réfléchir. Si une armée de 4 milliards, avec un budget de 4 milliards de dollars, est capable de bloquer, de faire autant de dégâts à l'armée russe, qui elle-même a un budget de 61 milliards de dollars, et que nous avons 1000 milliards de dollars pour nous défendre, est-ce qu'on a vraiment besoin de doubler nos budgets de la défense ? Je pense en fait que la réponse des hommes politiques, je vais terminer par ça, c'est une réponse militariste. Donc la crise auquel on est confronté pour le moment, elle résulte du militarisme, et la solution que nous propose un certain nombre de décideurs pour le moment, c'est d'ajouter davantage d'armes, et je ne vois vraiment pas comment ça peut contribuer à long terme à solutionner les problèmes. Merci. Merci pour cette réponse. Et justement, on va parler de la résolution de la crise par le haut, et vous avez fait ma transition. Mais on a vu, comme vous l'avez dit, que les Occidentaux envisageaient une augmentation des budgets militaires, et ils envoient des armes et d'autres matériels militaires à l'Ukraine actuellement. Et ces dernières années, les Occidentaux et plus généralement les alliés des États-Unis ont pris de nombreuses sanctions contre la Russie pour punir l'invasion en Ukraine. Les États-Unis et la Grande-Bretagne vont plus se concentrer sur des sanctions financières. Le Japon interdit l'émission d'obligations russes, puis les Européens, ils vont plutôt cibler les entités et les énergies comme le gaz. On a vu que l'Allemagne a beaucoup hésité là-dessus.
Et du coup, cette question va plutôt s'adresser à Madame Palangro et Monsieur Salifi. Mais du coup, la politique occidentale actuelle peut-elle mener à la paix selon vous? Merci. Allô? Ouais. Merci beaucoup à Comac, à Attac et à Intal d'avoir co-organisé cette conférence. Merci Elodie en tous les cas pour la question. Alors, par où commencer? Est-ce que cette politique occidentale actuelle peut-elle mener à la paix? En tant qu'activiste pour la paix, je dirais prime abord non. Et je vais expliquer pourquoi. Les sanctions, l'envoi d'armes, l'augmentation des budgets de la défense vont toutes dans le même sens en fait. Elles vont dans le sens d'une escalade du conflit et dans la logique de la confrontation. Je pense que voilà, le professeur Wazinski a bien expliqué comment est-ce qu'on en était arrivé à cette logique de confrontation. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, ou en tous les cas ce qui est donné comme discours pour l'instant, c'est que les Occidentaux n'envisagent donc pas d'augmenter leur budget militaire. Les Occidentaux ont augmenté leur budget militaire. Et alors, je vais juste reprendre peut-être juste l'exemple très concret de la Belgique, parce qu'on a travaillé donc aussi avec Mathieu, avec la CNAPD, sur ces deux dossiers. Mais donc, le premier, c'est l'achat de 34 avions bombardiers de combat, qui s'est fait donc pendant la coalition violette, je crois qu'on dit, et qui, en fin de compte, il y a deux choses importantes en fait avec l'achat de ces avions. De un, la Belgique confirme en fait sa course à l'armement, mais non seulement il confirme sa course à l'armement, mais en plus de ça, il confirme sa course à l'armement nucléaire. Parce que dans le cahier des charges des achats d'avions de combat pour la Belgique, il était explicité en fait qu'il fallait que ces avions de combat aient une capacité nucléaire, c'est-à-dire qu'ils puissent transporter des ogives nucléaires. Alors, 34 avions, on n'a pas compris en fait, nous, parce qu'on s'est dit, la Belgique, c'est quand même tout petit. Si on a besoin de 34 avions pour se défendre, il y a quand même un souci, ou alors ils ont des très très mauvais géographes. Mais quoi qu'il en soit, on a validé ces avions, enfin l'achat de ces avions, ça a été validé par le gouvernement qui a suivi, c'est-à-dire le gouvernement actuel, et on se retrouve donc avec 34 avions bombardiers qui ne sont pas des avions de défense, ce sont des avions pour aller bombarder des pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à la sortie à peine de la crise du Covid, donc ici à la fin du mois de janvier 2022, alors qu'on essaye de respirer tant bien que mal face à tous les efforts qu'on a pu fournir, donc je rappelle quand même qu'on est soumis à un traité d'austérité sur pas mal de secteurs au niveau européen, que la Belgique ne peut pas investir librement comme elle le souhaite, soi-disant dans des secteurs qui pourraient être essentiels comme la santé, l'éducation ou d'autres choses, mais que pour la défense, on a libéré donc des milliards d'euros pour pouvoir se défendre. Et alors, ce qui est très important, je pense, et qu'il faut souligner, c'est que non seulement ça a été évidemment des dépenses qui, pour nous, on juge évidemment complètement inutiles parce que ça ne va pas régler le problème de la militarisation et encore moins le conflit de bloc, mais ça participe en fait à l'actualisation de la loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire n'avait pas été revue et donc maintenant, c'est clair, on peut faire le constat en fait majeur que la Belgique officialise et confirme la logique de la confrontation dans sa stratégie de défense. Voilà. Alors, évidemment, quand on est activiste pour la paix, on se pose des questions par rapport à toutes ces stratégies de défense qui sont menées par nos gouvernements. Mais la première, c'est de se dire, en fait, à qui va profiter cette logique de confrontation? Qui a intérêt à ce qu'il y ait confrontation de bloc? Et là, voilà, moi, je serais pas, j'ai pas envie, en fait, de rentrer tout de suite, en tous les cas, pas dans l'immédiat, là, sur une identification de l'Occident comme une entité, on va dire, monolithique. Parce que je pense que, en fait, la logique de confrontation qui est poussée par les États-Unis, et je pense que le professeur Wazinski a bien mis en avant tous les éléments qui montrent qu'il y a vraiment une logique de confrontation, eh bien, elle a des intérêts qui ne sont pas les intérêts de l'Europe. On a une alliance militaire, en fait, de l'Atlantique Nord,
Mais si on analyse, en fait, l'Europe n'a aucun intérêt à cette logique de confrontation. Que du contraire, en fait. Et alors, on peut se poser la question, et je pense qu'il faut vraiment absolument amener un esprit critique par rapport à cette question-là, c'est l'Europe est face à un choix, en fait. Soit elle va s'identifier à cette logique de bloc, et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait la qualifier du bloc de l'Occident, soit elle va se baser sur le concept de sécurité commune qui a déjà été développé par le passé par l'Europe. Donc voilà, on est à un moment en tous les cas stratégique et décisif. Et ce qui est très effrayant en tous les cas, c'est que pour l'instant, les discours dominants ne laissent pas de place au débat sur cette question-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, la deuxième chose aussi importante, je pense que c'est, je vais revenir un peu sur la logique, en tous les cas, de OTAN 2030. La stratégie de l'OTAN pour les 10 prochaines années désigne en fait clairement la Chine et la Russie comme étant des ennemis à combattre. Et l'OTAN, en fait, maintenant se pose très clairement comme un outil qui va impliquer donc l'alliance dans la lutte pour l'hégémonie mondiale qui s'annonce en fait entre la Chine et les États-Unis. Voilà la logique dans laquelle on est. Et voilà la logique dans laquelle, en fait, le conflit ukrainien nous a clairement positionnés, nous, en tant que Belgique. Voilà, je sais pas. Ah oui, peut-être aussi dire qu'on n'est pas les seuls. Donc, on parle souvent des activistes pour la paix comme étant des Cassandres, hein, des gens qui attirent, qui font des alertes et que personne n'écoute. Mais je voudrais dire qu'on n'est pas les seuls. On a eu en février 2021 un rapport en fait d'analyse sur la stratégie OTAN 2030, donc qui définit la stratégie militaire pour les 10 prochaines années de l'OTAN. Et on a eu le cercle en fait de réflexion interarmée qui réunit des hauts gradés de l'armée française, qui s'est également opposé à cette logique de guerre. Évidemment, dans un autre souci, eux remettent en question la souveraineté de la France, mais nous pourrions aussi remettre en question la souveraineté de l'Europe par rapport à cette logique de confrontation et de bloc. Voilà. Je sais pas, Mathieu, si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais voilà, je vais embrayer sur ma partie. Donc, moi, donc, je travaille à la SNAPD, donc je suis là pour vous expliquer un peu le boulot en fait de la SNAPD et plus généralement du mouvement belge pour la paix. Donc, nous, en tant que mouvement, on essaie de jouer un rôle central en fait en cette période de crise. On est vraiment à fond dans la sensibilisation, dans l'appel à la mobilisation auprès des citoyens, auprès des gouvernants. Donc, notre travail à nous, en tant que membre de la SNAPD, c'est de produire un travail de plaidoyer en faveur de la paix. Et nous avons vraiment 2 arguments centraux, c'est le désarmement, aller vers un désarmement global et un dialogue multilatéral en tant qu'éléments centraux des relations internationales. Donc c'est vraiment notre message est très simple, hein, c'est de dire, dans ce cadre-ci, la menace du recours à la force ou l'emploi de la force ne peuvent jamais être justifiés, de quelque manière que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et donc, notre travail de plaidoyer, en fait, il trouve son prolongement lors d'actions qui sont concrètes sur le terrain. Donc, depuis le début de la crise russo-ukrainienne, donc la SNAPD, Intal, aussi donc, le Mouvement pour la paix ont organisé 2 rassemblements qui se sont déroulés devant la gare centrale de Bruxelles. Donc, un le 26 février et un le 9 mars. Et donc, par rapport à ça, donc, on essaie d'alerter l'opinion publique pour lui montrer que les politiques actuelles qui sont prises par nos dirigeants ont des conséquences néfastes, que la solution n'est pas une politique d'escalade militaire, en bref. Donc, on avait vraiment envie de porter 4 points essentiels de revendication pendant ces actions-là. C'est évidemment, en tant que mouvement pour la paix, on adhère pleinement à la Charte des Nations Unies, donc on peut que condamner avec fermeté l'invasion russe en Ukraine, parce qu'elle constitue évidemment une violation grave des principes de la Charte. Et donc, on appelle par conséquent à un cessez-le-feu immédiat et un retour au dialogue constructif, mais avec pour prérequis le désarmement préalable de toutes les parties. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut parvenir à la paix en étant dans la surenchère militaire, comme l'a répété Paula et M. Wazinski juste avant. Et par rapport à ça, pour rebondir sur la question de l'architecture de sécurité européenne, on pense vraiment cette revendication qu'il est vraiment temps actuellement pour nos gouvernements d'apprendre les leçons du passé et évidemment d'œuvrer à la construction d'une nouvelle
architecture de sécurité européenne. Pardon. Donc, nous, ce qu'on base, on pense vraiment qu'il est temps de rebâtir une relation basée sur la confiance. Ça, c'est clair. Et sur le dialogue constructif. Sinon, on ne parviendra jamais à reconstruire une Europe pacifiée et un monde pacifié plus globalement. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment redynamiser l'OSCE qui a vraiment montré par le passé une efficacité en matière et de contrôle des armements et de désarmement, de construction de la confiance et de résolution des conflits. Et donc, évidemment, comme l'actualité nous le démontre à nouveau, il est aussi urgent de travailler à un processus de désarmement nucléaire global. Donc, dans ce cadre-là, la CNAPD, elle fait partie des organisations belges les plus actives en matière de plaidoyer en faveur du désarmement nucléaire. Donc, en ce moment, on travaille donc, au sein de la coalition belge contre les armes nucléaires, qui elle-même est membre d'ICAN, donc qui est la coalition internationale contre les armes nucléaires, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Donc, au sein de cette plateforme, notre travail, il est axé autour d'un plaidoyer en faveur du TIAN. Donc, le TIAN, c'est le traité des Nations Unies pour l'interdiction des armes nucléaires. Donc, il faut savoir que ce traité est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Et donc, son but, c'est de prolonger les avancées du traité de non-prolifération de 1970. Mais il va également plus loin, dans le sens où il ne s'agit plus ici de contrôler la production, la possession d'armes nucléaires, mais purement et simplement de les interdire, en fait. Donc, actuellement, on a 59 États qui ont ratifié le traité. Mais évidemment, il manque les principaux concernés. Donc, c'est les États détenteurs d'armes nucléaires, évidemment, ainsi que les États membres de l'OTAN. Donc, il faut savoir que la Belgique n'a même pas signé le traité à l'heure actuelle. Donc, et ça, c'est un peu un secret de polichinelle. Hein, c'est le secret le mieux gardé le moins bien gardé plutôt en Belgique, c'est que la Belgique stocke actuellement une vingtaine d'ogives nucléaires états-uniennes dans la base militaire de Kleine-Brogel. Donc, ces ogives vont faire l'objet d'une modernisation dans les années à venir. Donc, le but, c'est de les rendre plus modulables et plus précises. Donc, plus modulables, c'est-à-dire qu'on peut moduler leur puissance explosive. Donc, elles peuvent être moins explosives. Et le risque ici, c'est que ça signifie que le risque d'utilisation d'une arme nucléaire, maintenant, se retrouve renforcé. Puisque les États-Unis pourront être moins hésitants à utiliser une arme nucléaire moins puissante. Et donc, depuis l'entrée en vigueur du traité, on peut que constater que notre pays n'adopte pas une attitude favorable et constructive en faveur du désarmement nucléaire. Ça, c'est clair. Donc, par exemple, chaque résolution qui est votée au sein des Nations Unies qui saluent les efforts entrepris par le TIAN, elles font systématiquement l'objet d'une opposition de la part de notre gouvernement. Donc, ce que nous, on veut mettre en avant, c'est qu'il est vraiment temps pour notre pays d'adopter enfin une attitude positive sur la question des armes nucléaires. Et donc, dans ce cadre-là, notre principale revendication au sein de la plateforme NoNukes, donc la coalition belge contre les armes nucléaires, c'est de demander à la Belgique qu'elle participe à la prochaine conférence des États parties du TIAN, qui va se dérouler à l'été prochain à Vienne en tant qu'observatrice. Ce serait déjà pour nous un pas en avant. Ce serait déjà montrer l'effort du gouvernement belge en faveur du désarmement nucléaire. Et donc, évidemment, l'objectif final de cette campagne, c'est de se débarrasser des bombes états-uniennes qui sont présentes en Belgique, parce qu'évidemment, l'actualité récente a montré que la menace de l'utilisation des armes nucléaires, c'est plus une fiction, ça devient vraiment une réalité. Le discours de Vladimir Poutine récemment, puis ensuite la réponse d'Emmanuel Macron, je pense que c'est assez clair à ce sujet-là. Et puis deuxièmement aussi, les bombes atomiques, aucun pays au monde n'est prêt à faire face aux conséquences d'une explosion nucléaire sur son sol. Et puis évidemment, même si les armes nucléaires ont des conséquences humanitaires dévastatrices, les conséquences écologiques sont aussi dramatiques à ce niveau-là. Donc il faut vraiment faire un effort pour donc pas la non-prolifération, mais l'interdiction des armes nucléaires. Et donc, en tant que CNAPD, donc on a décidé aussi de participer à la mise en place d'une série d'initiatives au sein de cette coalition. Donc ce qu'on a fait récemment, c'est on va à la rencontre des parlementaires fédéraux pour essayer de les sensibiliser à cette question-là, d'essayer de démarrer une réflexion au sein du monde politique. Et donc d'ailleurs, à ce niveau-là, on va organiser une conférence le 25 avril au sein du Parlement fédéral, avec plusieurs intervenants. On va vraiment débattre du TIAN et du pourquoi la Belgique doit œuvrer à sa signature et à plus tard à sa ratification. Et on produit aussi un étude pédagogique, donc une brochure qui va sortir dans quelques temps,
qui est coécrite au sein de la coalition contre les armes nucléaires, avec la CNAPD. Et donc, elle va reprendre l'essentiel du plaidoyer de cette campagne. Et donc, voilà, si vous voulez retrouver ces informations-là, vous pouvez consulter le site nonux.be qui reprend l'essentiel des actions qui ont déjà été entreprises. Et, ah oui, la pétition. Donc il y a aussi la pétition Nonux, merci Paula, sur le site internet que vous pouvez signer évidemment. Et donc pour conclure, je tiens à rappeler aussi que dans le cadre de la guerre en Ukraine, donc une manifestation nationale va se tenir le 27 mars, donc vous avez le tract qui est ici. Donc la CNAPD sera bien évidemment présente, comme dans toutes les actions en faveur de la paix depuis maintenant 50 ans, parce qu'il faut savoir que la CNAPD a fêté ses 50 ans récemment. Et donc cette manifestation, elle se veut vraiment plus large, donc c'est vraiment beaucoup plus que les rassemblements qu'on a pu faire ces dernières semaines. Donc on va rassembler les associations actives dans le mouvement pour la paix, mais aussi les organisations syndicales. Donc voilà, si vous voulez retrouver les informations pratiques, vous avez ce petit tract, et aussi la page Facebook de l'événement, donc Europe pour la paix, qui se tiendra le 27 mars à 13h à Bruxelles. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et de m'avoir permis d'intervenir lors de cette conférence. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour préciser que du coup, ton axe, du coup, Mathieu, c'était plutôt l'alternative à l'escalade militaire et le mouvement pour la paix en Belgique. Donc voilà, juste pour préciser. J'ai le président de Comac, Octave, qui va faire un petit mot. Voilà. Avant de passer aux questions. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Moi, je voulais juste passer un petit message parce qu'en collaboration avec plusieurs cercles, organisations étudiantes et professeurs de l'ULB, on a lancé une plateforme pour la paix sur le campus qui va très loin notamment pour la désescalade, la démilitarisation et une approche pacifiste de la situation en Belgique et dans le monde. Et donc voilà, si ça vous intéresse de faire partie d'une plateforme comme ça, de voir ce qu'on peut faire toutes et tous ensemble, n'hésitez pas à nous retrouver à la fin de la conférence, comme ça on peut échanger coordonnées, etc. pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Bien, on va passer aux questions, si vous en avez. Donc, on va faire des salles de 2-3 questions, et puis voilà. Voilà ce que je voulais dire. Moi, c'est à propos. Il y a une question qui n'a pas du tout été évoquée. Enfin, j'entends autre chose. C'est la question des républiques indépendantistes populaires du Donbass. Parce que ça se pose depuis 2014. Moi, je ne suis pas pour les interventions militaires, mais mon avis, c'est que Poutine n'avait plus cette solution dans la mesure où il a négocié pendant 8 ans pour rien. Les premiers à avoir reçu des bombes sur la tête, apparemment, c'est ces républiques de la part du gouvernement central ukrainien. Disons, et c'est là pendant vraiment 8 ans. Il y a des femmes françaises qui attestent du problème, même une Ukrainienne aussi qui dit que ça, c'est pas normal ce genre de choses, tout en étant pour la paix. Donc pour moi, je pense que bon, le problème vient là, surtout que en 2014, ces républiques avaient déjà demandé, disons elles auraient demandé, moi je ne suis pas sûr, ça n'est pas d'information directe, mais d'être reconnues par le gouvernement russe, et ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Il n'a pas voulu Poutine à ce moment-là. Maintenant, il revient parce que ça commence à bien faire. Ouais, bon, c'est arrivé peu avant que, bon, apparemment, ce qui s'est passé il y a peu de temps, qui a modifié l'intervention militaire de la Russie, c'est le fait que sa république soit vraiment attaquée, quoi, et qu'elles allaient disparaître, quoi. Il va y avoir des milliers de morts. Là, bon, c'était pour prévenir ça que Poutine a fait son intervention. Voilà, c'est une version un peu alternative des choses tout à fait en dehors de ce qui se dit dans nos médias. Et je ne peux pas assurer qu'elle soit juste, évidemment, puisque je n'étais pas là, mais beaucoup d'indices me conduisent à ça. Et on va voir ça. Du coup, une autre question. Du coup, là, il y avait quelqu'un qui avait levé la main par là-bas. Oui.
C'était à peu près la même question. D'accord. Sur les accords de Minsk, est-ce que ce serait une solution acceptable pour les deux parties? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui devraient changer, ou est-ce que c'est un bon accord? Et aussi, quelle est votre opinion sur la censure des médias russes dans l'Union européenne? Quelqu'un d'autre? Oui, j'ai une question concernant la démarche pacifiste de désarmement. Est-ce que c'est encore une solution envisageable à l'heure actuelle, dans le sens où les pays ont l'air de tous se réarmer et que, je ne veux pas dire de bêtises, arrêtez-moi si j'en dis, mais il y a 100 ans, on a élaboré la même stratégie avec ce qu'on a appelé plus tard l'esprit de Munich, où les puissances centrales n'ont pas réagi face aux négociations diplomatiques qui ont été réalisées avec un autre belligérant qu'on connaît tous bien. Est-ce que la menace actuelle est arrêtable avec une politique pacifiste encore aujourd'hui? D'accord. Mais du coup, est-ce que quelqu'un se sent répondre sur le Donbass, les accords de Minsk? Moi, je peux dire quelque chose. Bon, voilà, écoutez, je vais faire mon possible pour répondre au moins à 2 des 3 questions, et puis par après, les autres membres du panel, je pense, auront aussi des choses à dire. Donc, en ce qui concerne la question des républiques du Donbass, donc je vais d'abord préciser que je ne suis pas un spécialiste des études russes, et donc je ne connais pas dans le détail la situation sur le terrain comme la connaît une collègue de l'ULB qui s'appelle Aude Merlin et qui suit ça de près. Je voulais quand même dire, comme ça a été noté par monsieur, donc qu'il y a eu des accords qui ont été conclus après l'intervention russe de 2014, des accords de Minsk, qui ont été des accords en 2 volets, des accords qui ont été parrainés par, si je ne dis pas de bêtises, c'était par la France et par l'Allemagne, et qui ont eu donc un effet quand même de réduire les tensions dans la région du Donbass, de limiter les échanges de feu en fait entre les 2 camps, et donc ça a eu donc un effet en tout cas considéré comme relativement positif en termes militaires de ce point de vue-là. Alors certains chercheurs qui suivent de longue date la situation dans la région se rendaient bien compte tout de même que l'accord de Minsk donc, était un accord qui était quand même assez désavantageux du point de vue de l'Ukraine. Donc on l'obligeait à faire un certain nombre de concessions à la Russie. Et par ailleurs, certains experts ont l'air de dire que c'est un accord qui ne satisfaisait pas non plus complètement la Russie, parce que voilà, c'était une situation où la guerre continuait, et que pour les 2 belligérants, par moments, cet accord était peut-être perçu comme une accalmie en vue d'une reprise à terme de la guerre. Donc c'était un accord certainement pas totalement satisfaisant pour les uns comme pour les autres. Mais certains analystes disent que c'était le meilleur qu'on avait, enfin c'était la meilleure solution, la meilleure option qu'on avait actuellement pour éviter la situation qui est la situation actuelle, en fait, pour éviter une guerre. Et ce que regrettent certains analystes aussi, c'est que les États européens et les États-Unis n'ont pas fait plus pression sur l'Ukraine et sur la Russie pour retourner à la table de négociation et pour discuter plus fermement la continuité de cet accord-là. Maintenant, la question, est-ce qu'on pourrait revenir aux accords de Minsk du jour au lendemain? Moi, je pense que là, la situation, elle est tellement pourrie sur le terrain que je vois mal comment ça peut suffire. Je pense qu'on a besoin de quelque chose d'autre, et je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas quoi, notamment parce que la situation, elle n'est pas stabilisée sur le terrain, elle n'est pas stabilisée militairement sur le terrain. Et il faudra voir un petit peu qu'est-ce qui va découler de cette situation militaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment vers une situation très, très, très désavantageuse pour la Russie et que la Russie en prend bonne note, auquel cas, donc, je pense que si Vladimir Poutine veut être un minimum rationnel, il va accepter de négocier, y compris des choses qui sont désavantageuses. Si maintenant on va vers une situation qui s'éternise, à ce moment-là, lui, il aura probablement, Vladimir Poutine et son régime pourraient avoir quelque chose à négocier, genre, si vous voulez pas que ça dure très longtemps, vous devez continuer à faire des concessions. Je pense que par ailleurs, l'accord de Minsk maintenant est devenu trop étroit et qu'idéalement, on en revient à la question de l'architecture de sécurité, en fait, c'est ça qu'il faut débattre. Donc c'est aussi pourquoi est-ce que la Russie s'est tellement fixée sur la question de l'Ukraine, sur la question du Donbass, sur la question de ses minorités. Donc je pense qu'à un moment ou l'autre, il faudrait aussi que les États membres de l'OTAN et ou des États membres de l'Union européenne interviennent dans les discussions, qu'on mette un certain nombre de choses à plat. Pas du jour au lendemain certainement, mais je pense que vraiment
de nouveau, enfin, il y a des leçons à tirer de la guerre froide, l'OSCE, c'est vraiment un très très bon exemple, etc. Il faut reprendre ces initiatives-là et essayer de les reconstruire. Mais ça va être difficile, je pense, en tout cas. Et puis peut-être juste sur l'esprit de Munich. Donc, enfin, je crois que j'ai loupé un tout petit bout de votre question parce que j'étais en train de prendre des notes. Mais je pense quand même qu'il faut donc garder ceci à l'esprit. Donc le rapport de force en 1939 n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc je vous ai dit que aujourd'hui, donc les États-Unis sont surarmés, c'est la plus grande puissance au monde. Elle a une capacité de projection. Il y a des troupes états-uniennes en Europe, etc. La Russie, c'est une petite puissance économique. Économiquement, on la compare à la taille du Texas ou à la taille de l'Espagne. Technologiquement parlé, c'est pas l'État qui est le plus en pointe. Et militairement, on est en train de constater que même là, il y a des grosses défaillances, logistiquement, etc. Donc voilà, je pense que l'analogie avec 1938, 1939, Hitler, Munich, etc., il faut vraiment la prendre avec beaucoup de précaution. Par ailleurs, sur le plan idéologique, donc, Vladimir Poutine a développé donc, une idéologie de type nationaliste. Mais ce n'est pas une idéologie nationaliste raciste comme l'était celle de Hitler. Enfin, donc, vous avez peut-être vu des images, il y a des troupes qui proviennent d'Asie centrale, il y a des musulmans dans l'armée russe, et donc je pense qu'idéologiquement, il y a quand même des différences. Donc je serais quand même précautionneux à ce niveau-là. Je pense vraiment que le niveau de Mela, ce n'est pas équivalent à celui qui existait dans les années 1930. Voilà. Sur la censure. Non, je te laisse parler. Moi, je vais peut-être répondre directement sur la question de l'alternative de paix. Est-ce que c'est réaliste finalement? C'est ça. Est-ce que ça peut être une solution? Moi, je te dirais que c'est pour nous la seule solution en fait, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, les guerres terminent toujours par se terminer avec des négociations. La question, c'est juste de savoir combien de morts il va y avoir entre le déclenchement de cette guerre et les négociations qui vont de toute façon aboutir, que ce soit dans un camp favorable à l'OTAN ou à l'Occident ou à l'Ukraine, ou que ce soit encore dans un camp favorable à la Russie. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a des alternatives très concrètes en fait qui se présentent à l'Europe. Moi, ce qui me flash en fait pour l'instant, c'est qu'on les évoque, mais alors absolument pas dans le débat public. Alors, le professeur Wazinski a nommé donc l'Organisation de sécurité et coopération en Europe. C'est vraiment le type d'institution qui permet en fait d'arriver à mettre la logique de la sécurité commune en fait entre les États au centre des préoccupations de ce que devrait être une sécurité en fait. Et ce qui était très 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 intéressant en fait dans cette organisation-là, c'est qu'elle permet également d'opposer la logique militariste, puisqu'en fait, elle ne va pas juste concéder le fait qu'on est en sécurité quand on a déployé des milliards et des milliards d'euros pour se défendre, mais elle va également mettre en avant d'autres axes sur le concept de sécurité, notamment la question de l'environnement, la question des droits humains, la question du social aussi. Donc, pour nous, ça reste une architecture en fait qui doit être redéployée maintenant, absolument maintenant, et qui est une alternative très certainement aussi valable que ne peut être celle de l'OTAN. Voilà, donc ça c'est par rapport à la question de l'OSCE. Mathieu, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur alternative de paix. Non, moi je voulais répondre à la question sur le désarmement. Sur le désarmement. Ouais. Alors moi je vais peut-être juste sur la censure, je ne sais pas qui avait touché le mot de la censure. Voilà, ouais, la censure. Alors, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, personnellement, j'y suis complètement opposée à la censure. J'y suis opposée parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle a un impact et des conséquences dans le débat public belge. Donc, ici, j'ai un certain âge, je suis activiste depuis maintenant 20 ans, j'ai rarement vu autant de bâillonnage, en fait, des voix dissonantes face à la guerre en Ukraine. Ça, c'est juste quelque chose de fou. Donc, avant, on avait l'habitude, effectivement, d'être attaqué par l'extrême droite, d'être vus comme des irresponsables ou comme des gens presque des traîtres à la nation. Aujourd'hui, on reçoit des attaques, nous, organisations pour la paix,
de partis qui sont à la coalition de ce gouvernement et donc qui nous traitent d'irresponsables et de presque traîtres à la nation parce qu'on envisage, parce qu'on met sur le débat public l'alternative à la militarisation. Et donc en fait la logique c'est quoi? Pour l'instant c'est soit vous êtes pour l'OTAN et la militarisation, soit vous êtes avec Poutine. Ça c'est là où on nous a catalogués. Et alors, moi, je voudrais juste encore dire un mot sur le corps académique et les professeurs qui ont encore le courage de se positionner sur cette question du conflit ukrainien avec un discours dissonant, parce que, très franchement, pour moi, ils sont presque en train de se brûler par rapport au débat actuel. Donc, il faut énormément de courage pour ça aussi. Donc, quand on parle de censure, je voudrais dire qu'il y a de la censure vis-à-vis des médias russes. Et inversement, évidemment, en Russie, on n'en attendait pas mieux qu'il y ait des censures de leur presse, de leurs pacifistes, de leurs mouvements alternatifs et tout ce qu'on veut. Mais en Belgique, c'est également le cas. Donc voilà, on n'a pas d'audience, par exemple, médiatique qu'on pourrait avoir dans d'autres types de conflits. Maintenant, on a uniquement, en fait, un discours unilatéral sur le va-t-en-guerre. Ça, c'est le discours dominant. Et l'espace pour amener l'alternative n'est pas là. Et en plus de ça, on se fait attaquer par des partis traditionnels qui sont à la coalition et qui devraient pourtant être contents qu'il y ait un débat démocratique sur la question du conflit. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà. Merci Paul. Non, mais je te rejoins totalement parce que c'est vrai que là, pour le moment, c'est chaud. assez compliqué. Ouais, c'est chaud, ouais. Voilà, s'il n'y a pas vraiment d'espace pour une réflexion critique par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et dès qu'on essaie d'avoir un argument qui sort de discours médiatique, on va dire, on se fait lyncher, mais bon, voilà. Moi, je vais répondre à la question sur le désarmement. Donc, est-ce qu'il est réalisable? Bah, moi, je pense que oui. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est clairement une escalade. Donc, c'est difficile d'imaginer de travailler à une résolution pacifique des conflits par des politiques de surarmement. Ça, c'est un peu paradoxal. Et ça, on le voit bien depuis 30 ans. Enfin, Christophe l'a bien rappelé. Toute cette historique a débouché sur une situation d'insécurité. Donc, je pense que plus généralement, ce que nous, en tant que mouvement pour la paix, on essaie de dire, c'est que déjà la paix, elle se construit pas à pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on y parvient. Donc, nous sommes vraiment conscients que la période actuelle elle est vraiment difficile, mais c'est vraiment dans ce moment-ci que notre mouvement doit faire entendre sa voix. Donc c'est un peu notre boulot de dire ok, on a un discours un peu différent de ce qu'on entend tout le temps. On n'est pas un discours institutionnel. On ne fait pas les porte-paroles du gouvernement. Donc on essaye de diffuser ce message-là le plus possible dans la société, malgré les résistances et les tentatives je veux dire de censure, mais de bâillonnement, quoi. Donc voilà, j'espère que ma réponse était claire et pas trop brève. Bon, et il n'y a pas que l'OTAN qu'on doit mettre en cause, c'est aussi l'Union européenne qui se targue de valeurs démocratiques et qui est contrôlée, je dis bien, par les États-Unis, par le biais de l'OTAN. L'Union européenne a ceci d'extraordinaire, c'est que le Parlement a voté sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très fort, ça. C'est vraiment très fort. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué l'affaire, mais l'élargissement de l'Union européenne s'est accompagné de l'entrée de nouveaux pays dans l'OTAN. La première guerre qu'a menée l'OTAN à la limite de l'Europe, c'est la Géorgie. Qu'est-ce que la Géorgie fait dans l'Union européenne? Est-ce qu'elle entrerait dans l'Union européenne? Je n'en sais rien. Il y a des négociations, Zelensky a déclaré, mais c'est un peu ambigu la façon dont il le déclare, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Est-ce qu'il a dit ça pour tâter le terrain? Parce que les négociations, effectivement, ont l'air de porter sur quelque chose. Et je voudrais souligner aussi, je vais reparler de la censure aussi, et le rôle, je dirais, toxique de Macron, parce que le déclin industriel de la France a un potentiel industriel qui est exactement la moitié de celui de l'Allemagne, et donc Macron
a joué un rôle, mais moteur, dans le sabotage des accords de Minsk. Et donc, on a avalisé toutes les mesures répressives que Zelensky et son prédécesseur ont prises, notamment l'interdiction dans l'enseignement d'utiliser le russe. C'est quand même assez... On va peut-être passer à autre chose parce que du coup le temps est contre nous et du coup il y a peut-être des gens qui ont des questions aussi à poser dans la salle. Donc merci pour les précisions. Est-ce que on a des... Et donc la Pologne est sur la sellette, sur la sellette parce qu'elle ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il en sera de l'Ukraine quand la guerre sera terminée, hein? Donc, excuse-moi, donc. Alors, on parlait des sens. Non, mais monsieur, c'est la séance de questions. Là, t'intervenez pas dans la conférence, c'est une séance de questions, donc comme je dis, le temps est contre nous. Et il faut que les gens qui veulent poser des questions puissent en poser. Donc voilà. Non, mais monsieur, je m'excuse, je peux pas. Il y a un cas de censure. Il y a un cas de censure. Non, mais monsieur. Un des fondateurs monsieur, s'il vous plaît. de l'APD, qui s'appelle Pierre Galland, qui est bien sûr, monsieur, a été interdit en je suis vraiment navrée de vous couper, mais voilà. Oui. Je demandais à M. Wetnicki ce qu'il pensait des propositions, de son évaluation du rapport risque-bénéfice de la livraison d'armes aux Ukrainiens dans la perspective d'établir un rapport de force avec la Russie. Parce que d'un côté, on entend qu'il faut armer le plus possible, plus ou moins massivement l'Ukraine pour renforcer la résistance et conduire le pouvoir russe à négocier. Et de l'autre côté, il y a évidemment le risque que les pays de l'OTAN soient considérés comme des co-belligérants et que ça provoque une guerre généralisée. Et donc voilà, je veux savoir ce que vous pensez de cette proposition des Ukrainiens. Oui. Je vais essayer d'être bref en style télégramme. Plusieurs points. Il y a plusieurs lectures sur les événements. On a parlé d'un point de vue occidental, de gauche, démocratique, mouvement paix. Mais il y a aussi le point de vue de l'Ukraine, un pays souverain qui est attaqué par l'armée russe, et c'est très clair, le pays est en train d'être dévasté par cette invasion. Il faut être clair, il faut condamner ça. Deuxièmement, Poutine, c'est le meilleur propagandiste de la militarisation en Occident. Regarde une fois, quand est-ce que le gouvernement, le SPD et les Verts ont décidé de ajouter 100 milliards d'euros à la défense? C'était 1 ou 2 jours après l'attaque de la Russie. Non. Peut-être pas Donc c'était janvier 2022 et l'attaque c'était le 24 février. En tout cas, pas de discussion dans le Parlement allemand, pas de discussion dans la société allemande. Troisième point, un élément de cette militarisation. L'Union européenne, c'est très clair, l'Union européenne utilise l'affaire de l'attaque pour militariser. Peut-être que vous vous souvenez que il y a une semaine, au sommet à Versailles, on a doublé le montant que l'Union européenne va dépenser en soutien à l'armée ukrainienne. En tout cas, depuis 1 an, l'Union européenne a la possibilité de se militariser. Et c'est depuis ce plan de relance européenne. Et je conclus en disant, pour moi c'est clair, en Belgique, le mouvement de paix doit s'opposer à la militarisation de notre propre pays et pas donner un soutien à l'Union européenne, pas avoir des illusions dans les possibilités de lancer des mouvements de paix basés sur les accords internationaux ou quelque chose. Il faut, à mon avis, agir pour neutraliser, pour avoir une Belgique neutre. Ça, c'est pour moi le plus intéressant. Et un constat que je fais, c'est une sensation bizarre. Personne, jusqu'à maintenant, n'a parlé de ces 3 millions de réfugiés, des milliers et des milliers qui arrivent en Belgique. Est-ce que vous ne vous sentez pas en sympathie avec ces gens? Ça ne semble pas être un point. Vous parlez de tous ces trucs géopolitiques, tous ces politiques militaires, toutes ces discussions tactiques d'un mouvement de paix. Mais si on n'est pas capable de s'identifier avec 80
de la population qui condamne cette attaque, qui est solidaire avec les réfugiés et qui ne veut pas être en guerre. On va répondre à cette question. C'est bizarre. On va répondre à tout ça et j'ai vu aussi... Oui. C'est parti. Bah, vas-y. Je me demandais, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, peut-être que j'ai zappé, mais la question des sanctions qu'on a aussi, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment être un outil pour aller vers un processus de paix durable par la suite? Bon, il y avait une question pour moi, je vais peut-être la prendre pour commencer. Oui, voilà. Donc, oui, ça marche. Donc, merci pour ta question. Donc, en ce qui concerne les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne, à l'armée et aux milices ukrainiennes, enfin, les milices, elles sont intégrées dans l'armée ukrainienne, semble-t-il, enfin, parce que ça peut aussi avoir un impact légalement, quoi, enfin, ces questions-là. Alors, je voudrais dire dans un premier temps que je peux comprendre, dans un premier temps, qu'on livre des armes à l'armée ukrainienne qui est attaquée. Mais que, à côté de ça, donc, il y a quand même toute une série de questions qu'il faut se poser, et je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de décideurs se les posent. Et parmi les questions, il y a les suivantes. Donc, en ce qui concerne les États européens, et notamment la Belgique a livré à l'Ukraine des milliers de fusils d'assaut, des mitrailleuses, bref, du matériel létal. Et en Belgique, il y a quand même une réglementation, qui est la réglementation européenne sur les exportations d'armes et qui normalement prévoit un certain nombre de critères qui doivent être respectés. On n'est pas censé exporter d'armes à un État quand ces exportations d'armes pourraient prolonger la durée d'un conflit. Et donc là, quand même, il y a une vraie question qui aurait dû se poser donc, légalement pour la Belgique et pour d'autres États européens. L'autre chose qui me semble problématique, c'est que l'Union européenne a promis de l'argent à l'armée ukrainienne à travers un mécanisme relativement nouveau qui, je crois, s'appelle le Fonds pour les missions de maintien de la paix ou quelque chose de ce type-là. Et donc, on s'est servi de ce fonds qui était initialement plutôt destiné donc, à mener des opérations onusiennes. On s'en est servi pour livrer des armes à l'Ukraine. Et je pense que là, l'Union européenne dépasse totalement ses compétences. Elle se transforme en une espèce d'outil de l'OTAN. Et en plus, les gens qui ont fait cette annonce avaient l'air d'être très fiers de l'annoncer. Le retour de l'Union européenne, moi, je suis vraiment très dubitatif. Vous avez peut-être vu également qu'il y avait une initiative qui était lancée en Slovénie ou en Slovaquie, du crowdfunding, donc encadré par le gouvernement soit de la Slovaquie ou de la Slovénie, du crowdfunding pour rassembler de l'argent versé ensuite à l'armée ukrainienne. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise avec ce genre d'initiative. Je pense que si on veut aider l'Ukraine maintenant, donc dans un esprit progressiste, ce qu'il faudrait plutôt essayer de faire, c'est se poser la question de savoir si on ne peut pas intervenir pour alléger la dette de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays pauvre qui est soumis à des mesures d'austérité, à des contacts difficiles avec le Fonds monétaire international. Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'on devrait essayer d'aider l'Ukraine. Là, pour le moment, donc, on voit beaucoup de gens qui sont très fiers de dire qu'on soutient l'Ukraine, qu'il faut verser de l'argent pour des armes, etc. J'aimerais bien savoir, quand la guerre sera terminée, si on continuera à vouloir soutenir les Ukrainiens pour reconstruire leur pays et puis pour rembourser les dettes qu'ils ont contractées auprès d'organisations internationales. Puis il y a quand même aussi le fait qu'on livre beaucoup de missiles, notamment des missiles antiaériens. Vous savez probablement qu'il y a un Airbus ou un Boeing d'une compagnie aérienne malaisienne qui a été abattu il y a quelques années par, on pense, soit les Russes, soit les milices russes dans la région du Donbass. Il y a d'autres appareils aériens civils qui ont été abattus dans le passé, notamment un Airbus iranien par l'armée américaine dans le golfe Persique. Il y a des missiles antiaériens qui ont été exportés dans les années 80 en Afghanistan, et ça a créé une panique par après. Il y a des fonctionnaires américains qui se baladaient, semble-t-il, avec des mallettes pleines de billets pour les racheter parce qu'on s'inquiétait que ce soit utilisé pour détruire des avions. Donc on livre les armes maintenant, mais on ne sait pas très bien où elles vont aller à long terme. Je pense aussi que ça fait partie des questions qu'on devrait se poser. Peut-être que ça vaut le coup de le faire, hein, donc peut-être, mais est-ce que la question est vraiment posée par ceux qui sont favorables à ces exportations? Je ne sais pas, et j'aimerais en tout cas être rassuré à ce niveau-là. Et de façon plus générale, livrer des armes sans accompagnement diplomatique, c'est totalement irresponsable. Donc voilà, peut-être je vais me limiter à ça pour cette réponse, pour cette question. Ah oui, et peut-être quand même aussi donc sur la question des sanctions. Donc, est-ce que les sanctions sont accompagnées d'un processus de paix?
Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas précisément. En tout cas, au niveau déclaratif, au niveau rhétorique, j'ai quand même très fort l'impression que les sanctions économiques qui sont quand même très fortes, donc qui se rapprochent de ce qu'on impose à l'Iran et ce qu'on a imposé à la Corée du Nord. Pas tout à fait, mais ça se rapproche en tout cas. Il reste encore des choses qui pourraient être sanctionnées. Il me semble qu'au niveau du discours, ça se rapproche quand même d'un discours militariste. Donc on va les avoir, on va les faire saigner, en fait, on va les épuiser. On va les mettre à genoux jusqu'au moment où on va bien leur faire sentir qu'il faut changer de régime. Et donc c'est un peu à ça que ça me fait penser, en fait. C'est que c'est des mesures qui visent à terme un possible changement de régime. Et ça, je pense que c'est pas très constructif. Maintenant, peut-être que par la bande, il y a des contacts diplomatiques et des choses dont on n'est pas au courant. Donc ça, je sais pas. Donc, ouais, moi je souhaiterais répondre à la question de monsieur sur les réfugiés. En fait, ça fait partie des revendications pour la manifestation du 27 mars. Et vous faites bien de soulever la question, car pour le moment, enfin nous, en tant que mouvement pour la paix, on exprime évidemment notre solidarité avec les réfugiés qui fuient le conflit russo-ukrainien, mais plus globalement pour tous les réfugiés, parce que là, tous les réfugiés qui fuient les conflits en règle générale partout sur la planète, parce que pour le moment, on se rend compte qu'en quelques jours, on a activé des moyens quand même assez considérables pour accueillir les réfugiés du conflit russo-ukrainien, alors que ça fait plusieurs années que les réfugiés qui ont fui la Syrie, qui ont fui l'Afghanistan, qui ont fui l'Irak, qui fuient les conflits en Afrique, ont les plus grandes pannes du monde à pouvoir s'établir ici, avoir une protection ici. Donc ça pose vraiment question sur comment dire, la politique qui est menée en Belgique, sur la politique migratoire. Donc nous ce qu'on prône vraiment, et on met ça vraiment en haut de notre liste de revendications, c'est que notre pays doit vraiment œuvrer à accueillir les réfugiés sans distinction, sans discrimination, basée sur l'appartenance religieuse, ethnique, sans discrimination basée sur le genre, etc., et d'où qu'ils proviennent, quoi. Peu importe le conflit qu'ils fuient, on doit absolument les accueillir humainement et dignement ici, parce qu'on est un État démocratique, on a des valeurs, et il faut les respecter, ces valeurs-là. Voilà. Oui, peut-être le dimanche 20 mars, il y a la manifestation contre les discriminations, les inégalités raciales qui a lieu à Bruxelles, mais aussi partout en Belgique. Et j'appelle tous ceux qui sont solidaires avec tous les réfugiés du monde entier qui fuient les guerres d'y participer. On va peut-être prendre une dernière salle de questions, si vous voulez bien. Il y en a à gauche. Oui, à gauche aussi. Ah oui, à gauche aussi. Oui. Je vous pose la question. Oui, vas-y. On a du coup le monsieur qui a rappelé le fait qu'il y a les Ukrainiens aussi qui sont impliqués dans ce conflit et que c'est 40 millions d'âmes. Plus fort oui. Que c'est 40 millions d'âmes qui sont impliquées dans ce conflit. Et moi, c'est plutôt un rappel et aussi une question pour vous par rapport à ce que pensent et à quelle position prennent les Russes. Parce que il y a eu des nouvelles récemment, par exemple, qu'il y a une église qui a été ouverte près de Moscou qui glorifie et qui sanctifie l'histoire de la glorieuse armée rouge, armée impériale russe et armée de la Fédération de Russie maintenant. Et voilà, c'est juste sur ça, comment on peut négocier ou mettre en place un cessez-le-feu, avoir un accord avec une grande partie d'une nation qui a complètement accepté et s'est approprié des idéaux qui sont militaristes et qui sont revanchards. À la télé russe, on entend parler depuis 8 ans, de façon assez intensive, on peut reprendre Berlin à nouveau, on peut reprendre Varsovie à nouveau. Et il y a un des slogans, c'est Zapobiado, qui est utilisé en Ukraine en ce moment. C'est le même slogan qui a été utilisé par les forces russes, les forces soviétiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a pour les Russes, pour beaucoup de Russes, cet esprit-là qu'ils sont en train de continuer la même guerre qu'ils ont déjà gagnée entre 40 et 45. Et voilà, comment on peut avoir une paix qui est durable, avec un pays où le gouvernement n'a pas de contrôle démocratique, où les gens, quand ils sortent dans les rues, ils sont incapables d'arrêter le gouvernement,
où on a un président qui n'écoute pas son cabinet, où son cabinet est incapable de l'influencer. Pareil pour les oligarques. On sait maintenant que c'est une décision qu'il a prise presque seul, de mener cette opération militaire. Et voilà, comment on peut avoir comme voisin dans cette Europe un pays qui a une sensation de revanche et qui a un gouvernement qui est incontrôlable, qui peut être en roue libre. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, madame? Oui, moi je me pose la question, comme vous tous probablement, pourquoi est-ce que ça a éclaté maintenant? Qu'est-ce qui lui a pris à Poutine tout d'un coup, alors que ça couvait depuis des années, effectivement, avec la justice quand même de la situation des républiques qui veulent être autonomes et qui veulent parler russe, leur langue maternelle, alors qu'ils ne peuvent plus le faire. Et on se perd en conjecture parce qu'on n'est pas bien informé, on n'est pas informé sur tout. En fait, c'est vraiment ça le problème. Moi, j'ai deux informations que j'ai glanées dans mes séjours en Roumanie, dans le nord de la Roumanie, à 100 km de l'Ukraine. J'ai beaucoup séjourné là-bas. Et j'ai appris que depuis 2007, des sociétés des États-Unis cultivent des OGM de manière intensive en Ukraine. Avant 2007, j'ai vu de mes yeux que ça se passait en Roumanie. Mais la Roumanie est entrée en Europe et maintenant, on ne peut plus cultiver en Roumanie ni en Bulgarie parce que vous le savez sans doute, l'Europe interdit la culture d'OGM. Or, ce qui va se présenter comme grande crise dans les années qui viennent, c'est la sécurité alimentaire du monde entier. Parce que je vous rappelle qu'il y a un réchauffement climatique, un appauvrissement des sols, une disparition de la biodiversité qui menace l'humanité. D'accord, on va recadrer sur le sujet principal. Oui, mais je voulais donc... pour le moment, les Ukrainiens pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout brûler pour que les Russes ne s'en emparent pas. Mais en fait, ce qui pousse, c'est des OGM des États-Unis qui avaient l'ambition de nourrir l'Europe avec ces OGM. C'est assez subtil, mais c'est quand même à réfléchir. D'accord. J'ai une autre information, c'est que depuis 2008, les États-Unis ont acheté des concessions de gaz au Kazakhstan. Et ils construisent un gazoduc qui va traverser la mer Baltique, la Géorgie, la mer Noire, pour atterrir dans le delta du Danube, qui est une zone protégée. Je vais juste écourter, je suis désolée, on a le temps contre nous, je suis vraiment navrée, mais on a votre question. Oui, mais la mer Noire est une zone stratégique essentielle depuis des siècles. Je comprends, il n'y a aucun souci, c'est juste que le temps contre nous. Oui? Oui, du coup, moi j'ai une question concernant les néo-nazis en Ukraine. En fait, on a entendu à plusieurs reprises Vladimir Poutine parler de dénazifier, de démilitariser également l'Ukraine, qu'il considère comme étant un pays qui est dangereux en fait, pour la Russie, dans le Donbass. Il a parlé également de génocide dans le Donbass. On sait également du coup qu'il y a un bataillon en Ukraine, le bataillon d'Azov, qui est intégré au sein de l'armée plus ou moins, et qui comporte entre 4 000 et 5 000 membres. Du coup, moi je voulais savoir en fait quelle était un peu la place de ces néo-nazis qui sont quand même bien placés au sein des institutions et de l'armée ukrainienne. Merci beaucoup. Et j'ai moi-même une question. Est-ce qu'on peut juste revenir vite fait sur ce que c'est l'OSCE? Voilà, expliquer comment elle agit, ce qu'elle fait. Voilà. Merci. Tu veux commencer sur l'OSCE? Je préfère poser des questions. Tu veux intervenir sur l'OSCE Bon, si tu veux. Ok. Vas-y. Ça va.
Alors, donc merci pour cette nouvelle salve de questions. Je vais les prendre, je pense, dans le désordre, et puis mes notes ne sont pas très claires, mais donc je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre de façon aussi claire que possible. Donc d'abord, il y avait une question sur pourquoi est-ce que l'offensive a eu lieu à la fin du mois de février. Et franchement, c'est une bonne question et je ne sais pas répondre. Et je me pose la question. Je sais que certains analystes qui sont spécialisés sur la Russie se posent également la question. Pourquoi ce timing, en fait? On ne comprend pas. Et on ne sait pas si c'est peut-être lié à des raisons de type logistique militaire, genre il y avait des exercices militaires et donc on ne peut pas laisser des militaires déployés pendant trop longtemps parce que sinon il manque de nourriture, il manque d'essence pour leur véhicule à un moment ou l'autre, soit il faut les ramener dans leur caserne, soit il faut les utiliser. Donc peut-être que c'est une question militaire, très tactique, technique, opérationnelle, soit il y a une raison politique et on ne la connaît pas. Franchement, je n'ai pas trouvé d'éléments de réponse satisfaisante. Et j'aimerais bien en savoir plus, parce que s'il y a une raison politique, je pense que ça permettrait aussi de mieux comprendre la situation globale et peut-être même de mieux pouvoir négocier une sortie de conflit. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, donc, c'est qu'il y a eu des questions sur la propagande du régime, la référence du régime à la Grande Guerre patriotique, à la guerre contre la Seconde Guerre mondiale, une continuité assez artificielle créée entre le régime tsariste, etc. Donc tout ça est exact, est avéré. Donc il y a eu une précipitation dans la politique nationaliste du régime Poutine depuis, j'ai un petit doute pour la date, mais je pense que c'était vers 2000... je me souviens plus précisément, mais depuis 2012 environ, en fait, il y a eu des difficultés. Le régime a connu notamment des difficultés économiques et apparemment, il est passé à la vitesse supérieure en termes de propagande, etc., pour essayer de créer de la cohésion au sein de l'État. Donc, en fait, il faut quand même bien garder à l'esprit que, de nouveau, la Russie, c'est un État économiquement, je l'ai déjà dit, qui n'est pas très développé, qui stagne au moins depuis une dizaine d'années. C'est un exportateur. En fait, on ne construit pas le pétrole et le gaz, donc on le sort du sol et puis après on l'exporte. Et donc c'est une économie qui est essentiellement basée là-dessus et elle ne parvient pas vraiment à se diversifier, à devenir une économie entre guillemets moderne. Et donc quand vous exportez du gaz, du pétrole, vous avez toujours un risque par ailleurs qui est que quand vous achetez beaucoup de pétrole en dollars, eh bien, le prix de votre monnaie monte et à ce moment-là, vous avez des difficultés à exporter d'autres choses. Et la Russie se trouve en fait quelque peu coincée en fait, par cette production-là. Ça s'appelle le Dutch disease, en fait, le mal hollandais. Les Pays-Bas avaient connu ce problème en exportant du gaz dans le passé. Et donc certains analystes qui sont plus spécialisés sur les questions économiques mettent en évidence notamment c'est vraiment ces questions économiques. Par ailleurs, et c'est plus important encore, et c'est très important, mais ça nous ramène encore un peu plus en arrière, c'est que un régime autoritaire tel que le régime de Vladimir Poutine, et dans le passé, je pense qu'on peut dire la même chose pour un régime tel que le régime de Milosevic en Serbie, c'est pas des régimes qui tombent tout seuls du ciel, c'est pas juste des manipulations, c'est pas un type qui est particulièrement rusé, simplement, et qui tout seul parvient à arriver au sommet d'un État et de manipuler tout le monde. Donc c'est qu'il y a des préconditions, il y a des gens qui le soutiennent, il y a une organisation, et il y a aussi des questions, plutôt il y a un contexte socio-économique. Si le régime russe est devenu autoritaire, c'est parce que pendant les années 1990, le régime sous Gorbatchev et puis sous Helsin a tenté son arrimage entre guillemets à l'Occident, a tenté de jouer le jeu de la possibilité d'intégration au sein de l'OTAN, de rapprochement avec l'Union européenne, une économie libéralisée, etc. Et en fait, il n'y a rien de bon qui en est sorti. Le PNB de la Russie a dégringolé, je crois, de 40% entre 1989 et 1995, puis s'est stabilisé, et puis il a encore dégringolé en 1998. Et 1998, semble-t-il, constitue vraiment un traumatisme pour le régime de Vladimir Poutine. C'est là qu'il ne faut absolument pas revenir. En fait, c'est parce qu'il y a eu donc une forte inflation, les gens se sont radicalement appauvris, et donc c'est là en fait que le régime a commencé à devenir un régime autoritaire, et de plus en plus autoritaire. Donc autrement dit, ça pose quand même aussi des questions en termes de sécurité au sens large, c'est-à-dire que si on a ce problème sur les bras pour le moment, c'est notamment pour les raisons que j'ai évoquées, les raisons d'insécurité, mais c'est aussi parce qu'il y a un contexte de mondialisation économique qui a vraiment pourri la situation en Russie.
s'il n'y avait pas ce contexte économique problématique, je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine, avec son régime autoritaire, serait toujours en place. Donc il y a des questions à se poser. Je pense aussi qu'en fait, pour l'Europe, c'était évoqué, hein, donc que cette guerre, elle est dramatique pour les Ukrainiens, bien entendu, d'abord pour eux, mais elle est aussi dramatique pour les Européens. Donc on va vers un continent européen qui va rester clivé. Pour la Russie et pour l'Europe, ce serait une bonne chose d'avoir davantage de contacts. Enfin, la Russie, je pense qu'elle a tout à gagner d'avoir des rapports économiques, diplomatiques, politiques avec l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement la propagande, donc voilà l'histoire de la sanctification, etc. Donc oui, j'ai entendu parler de ce genre de choses-là. Bon, moi, je pense qu'il y a d'autres exemples historiques où on a vu que quand un régime autoritaire tombe, on se rend compte que les mécanismes de propagande, quand il y a plus toutes les structures pour les soutenir, les gens parfois sont bien contents que ça s'arrête, etc. Donc l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a assez rapidement connu une trajectoire qui n'était plus du tout une trajectoire nazie. Alors bon, c'est une autre question quant à savoir est-ce qu'on aurait dû juger davantage de nazis, etc. Mais après quand même des années de propagande intensive nazie, on a vu qu'il n'y a pas eu de grand retour au nazisme en Allemagne. La Serbie, donc il y a eu beaucoup de nationalisme dans les années 1990 quand Milosevic était au pouvoir. Je sais qu'il y a un retour pour le moment, mais je pense que ce retour, il est aussi lié de nouveau à des difficultés économiques. Donc je pense que c'est quand même vraiment par ce biais-là qu'il faut plutôt essayer d'envisager les choses. La question des néo-nazis, donc c'est une question aussi que je trouve intéressante, avec laquelle j'ai un peu des difficultés à répondre, parce que au départ, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à suivre de plus en plus près la situation de l'Ukraine, donc au mois de janvier et au début du mois de février, donc j'avais aussi lu un certain nombre d'articles sur le bataillon Azov, etc. Et puis on voit ces photos avec ces miliciens qui tiennent des drapeaux nazis, etc. Mais il y a quand même des informations qui proviennent de gens d'Ukrainiens et d'Ukrainiens qui se considèrent comme étant des anarchistes ou des gens de gauche, des gens progressistes qui disent qu'en fait c'est totalement exagéré, que oui, bien entendu, il y a l'extrême droite en Ukraine, comme il y en a dans d'autres États, mais qu'à proprement parler, le néonazisme, là, il faut quand même être prudent et que ce serait exagéré. Donc voilà, je serais très prudent en tout cas par rapport à ça, qui est une forme de nationalisme, en tout cas ukrainien, dans certains groupes politiques, je veux bien le concevoir, mais de dire que bon, il y a des néo-nazis en grande quantité, bon là, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement prudent. Alors l'OSCE, comment elle fonctionne ? Il faudrait que je revoie mes notes sur. Donc au départ, en fait, c'était une conférence. Donc c'était la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui a été créée au début des années 70, en 1972-1974, et qui voulait donc qui émanait aussi de projets allemands de Willy Brandt en Allemagne, qui était un type qui voulait échapper à la logique des blocs. En fait, il dit bon ben voilà, maintenant il y a les États-Unis, il y a l'Union soviétique, il faut proposer une troisième voie, une voie alternative. Et donc il a développé une politique allemande qui s'appelait la politique Ostpolitik, qui était une politique qui voulait renouer le dialogue, tout en sachant que l'Allemagne faisait partie de l'OTAN. Et puis donc par après, ces idées-là se sont retrouvées dans la CSCE, la conférence sur la coopération et la sécurité en Europe. Et dans cette organisation, donc, on a décidé d'envisager, c'est aussi écho donc ce qui a déjà été dit, la sécurité dans un sens large. C'est-à-dire qu'il y avait la sécurité militaire, mais il y avait aussi des discussions sur les droits de l'homme. C'était quand même assez nouveau au niveau diplomatique. Et il y avait aussi des questions techniques et scientifiques. Donc c'était donc vraiment élargir les questions. Et aussi donc je répète un peu, mais donc avec mes propres mots, des choses qui ont été dites, c'est que l'OTAN, c'est une organisation de défense collective. Une défense collective, c'est-à-dire que c'est tourné vers quelqu'un. On se regroupe contre quelque chose, de l'autre côté de la frontière, ou plus loin encore, ou contre une menace potentielle, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Tandis que l'OSCE, la CSE qui est devenue OSCE par après, l'OTAN c'est la défense collective, l'OSCE c'est la sécurité collective. La sécurité collective, c'est la sécurité entre nous, pas avec un autre qui va un jour devenir un ennemi. Et donc ça, c'est vraiment une valeur très très importante qui a été amenée par cette organisation-là. Alors, en 1992, si je ne me trompe pas, elle devient OSCE, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'était une conférence, c'était des gens, des États qui se rencontrent, des diplomates qui se rencontraient ponctuellement, et on a voulu donner un statut plus permanent à cette organisation-là, donc elle est basée à Vienne, avec un secrétariat permanent et avec des rencontres permanentes. Qu'est-ce qu'a fait notamment l'OSCE ? C'est la mise en place de mesures de confiance, c'est-à-dire, pour vous donner un exemple très très concret, c'est quand certains États, à l'Est ou à l'Ouest, décide de mener des grandes manœuvres militaires, eh bien, pour ne pas inquiéter ses voisins, on prévient les voisins,
On dit, si vous voulez, vous envoyez des militaires pour venir prendre des photos et voir qu'on n'est pas en train d'organiser ou de préparer une intervention surprise contre votre camp. Par ailleurs, ce qu'a fait énormément l'OSCE, c'était un travail très constructif, dans les Balkans notamment, et en Géorgie aussi, en Géorgie et Abkhazie, dans les Balkans dans les années 1990, c'était l'encadrement des processus électoraux dans les conflits, dans les situations post-conflit. Donc l'OSCE envoyait des observateurs qui regardaient que les élections au Kosovo, par exemple, où il y avait eu un conflit, que ça se déroulait convenablement. Ils faisaient des rapports en indiquant, voilà, ça c'est la liste des partis qui existent, et ils faisaient en sorte d'encadrer donc le processus électoral également, de faire en sorte qu'il y avait des promotions électorales, enfin qu'il y avait une publicité pour les partis, et donc il y avait tout un travail de restauration de la diplomatie, etc. Et alors c'est une organisation en plus, donc à ma connaissance, qui ne fonctionne pas comme le Conseil de sécurité, vous voyez, de l'ONU, où il y en a un qui a un veto, etc. En fait, c'est une organisation qui fonctionne sur le mode collaboratif. Voilà. Je pense que j'ai touché toutes les questions. Rien à ajouter. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté. Merci à Attac et à Intal encore d'avoir co-organisé l'événement. Et puis, merci à toutes et à tous. Voilà.